Bonjour et bienvenue à cette première émission de l'Air du Sport. L'Air du Sport est un temps d'échange, de débat entre sportifs, entraîneurs et tous ceux qui accompagnent la performance sportive. Ce sera l'occasion d'aborder des sujets transversaux, ancrés dans le sport de haut niveau et qui intéressent principalement les sportifs et leurs entraîneurs. Avec nous, pour cette première, Marc Dellenbach, entraîneur national de tir à l'arc ici sur le pôle de l'INSEP. Bonjour. Pierre Villepreux, ex-international de rugby, entraîneur notamment du club toulousain, puis à la tête avec Jean-Claude Strela de l'équipe de France finaliste de la Coupe du Monde 1999. Bonjour. Christine Anon, service recherche, physiologie, responsable de l'accompagnement scientifique de l'INSEP. Bonjour. Christophe Guénaud, médaillé de bronze en lutte gréco-romaine lors des derniers Jeux Olympiques à Pékin. Bonjour. Et Cédric Quignon-Fleuret, psychologue à l'INSEP. Bonjour. Voilà. Le thème abordé pour cette première émission, le risque. Faut-il prendre des risques pour gagner? Et pour entrer de plein pied dans le sujet, nous vous proposons une interview du rameur Jean-Christophe Rolland, champion olympique de pointe en 2000 à Sydney, avec Michel Andrieux, grâce à une prise de risque assez mémorable. On regarde tout de suite. En 2000, après 48 années de disette, l'aviron français renoue avec l'or olympique. Roland Andrieux ont fait, je peux dire, une course de folie. Il fallait être fou pour attaquer à l'endroit où ils ont attaqué, pour passer aussi nettement détaché aux 1500 mètres, mais les 300 derniers mètres ont paru interminables pour les spectateurs, pour ceux qui voyaient que petit à petit la meute derrière revenait. Les Français, ligne d'eau numéro 4, troisième des derniers Jeux Olympiques, vous l'avez entendu, quatrième en 92, Michel Andrieux à droite, Jean-Christophe Rolland, champion du monde 97, deuxième l'an dernier. Alors la technique pour les Français, c'est partir, tenir, et vu leur préparation, s'ils sont dans le paquet à 1000 mètres de l'arrivée, tout est possible. Voilà, donc ils sont très bien partis, là, les Français sont très bien partis, il faut rester dans le paquet, c'est ce qu'ils font. Angleterre, Yougoslavie, oui. États-Unis, ouais. France et l'Australie qui n'est pas si bien. C'en est fini pour les espoirs de médailles des Sud-Africains. C'est maintenant que ça va commencer, maintenant qu'on va commencer à vraiment imprégner le rythme, à monter la cadence. Les Français qui laissent les Australiens sur place, les Américains également, les Yougoslaves qui sont un peu scotchés, les Français qui remontent sur les Britanniques. On croise les doigts, il reste 600 mètres de course et les Français qui commencent à produire leur effort. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux peut-être pour le gros bonheur de l'aviron français. C'est fantastique là, extraordinaire. Regardez cette volonté qu'ils ont tous les deux. Regardez la différence de cadence là, c'est parti. C'est incroyable. Une cadence de 43 coups d'aviron la minute et les Français sont partis maintenant. On arrive à 500 mètres de l'arrivée. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux qui passent maintenant en tête. Ils se connaissent, ils ont déjà couru ensemble, ils ont déjà été champions du monde en 97 et ils sont partis pour le grand bonheur. Ils ont laissé tout le monde planter. C'est extraordinaire. Regardez cette volonté, cette harpe. La victoire, elle sera peut-être au bout du parcours encore 400 mètres de course et le grand bonheur peut-être pour Jean-Christophe et Michel. Il faut tenir les 500 derniers mètres qui vont être très difficiles là. Il faut tenir. Mais quel départ, quel démarrage. Si vous n'êtes pas encore couché en France, vous avez raison. Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux qui sont partis, plus rien ne peut leur arriver. Et la France qui 48 ans après Raymond Salle, Gaston Mercier, le jeune barreur Bernard Malivoire va aller chercher un titre magnifique. Oh, ils vont tenir les Français. Encore 25 coups de pelle pour décrocher le titre suprême. Ça remonte derrière, mais Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux qui vont tenir, ça ne peut pas leur échapper. Allez JC, allez Michel, il reste moins de 100 mètres maintenant et la France va devenir championne olympique. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, champion olympique d'aviron devant les États-Unis et l'Australie, vraisemblablement. Ils ont réussi la course parfaite. Extraordinaire. Depuis 52 qu'on a... C'est notre dernière course, c'est les finales des Jeux. Il faut tenter quelque chose. Si on ne tente pas, si on ne va pas la chercher, les autres la veulent autant que nous. Si on ne va pas la chercher avec peut-être un peu plus de volonté, eh ben on ne l'aura pas. Donc on a décidé avec Michel en allant, c'était à l'échauffement,
de créer quelque chose, de faire une différence et de se dire, plutôt que d'attendre ce que généralement on fait vraiment dans la toute dernière phase du parcours, c'est-à-dire un sprint final dans les 300 derniers mètres, en général, les 300 mètres c'est quand même assez long, on s'est dit, là, attaquons plus tôt. On est craint sur la fin. Si on les passe un peu plus tôt que d'habitude, on va créer quelque chose au niveau du mental et ça va faire la différence. Puis une fois qu'on était dans le parcours, on a adapté en fonction de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que les Anglais, eux, ont voulu jouer sur leur atout qui était un départ beaucoup plus rapide. Et finalement, à mi-parcours, ils sont un petit peu trop loin. Et du coup, Michel lance une attaque qui était prévue, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on poursuive sur cette attaque-là, parce que l'attaque a été très efficace. Et du coup, on est parti de loin. Et là, la prise de risque a été monumentale, parce que quand on sait que l'aviron, c'est un sport de résistance, et c'est la résistance, c'est la gestion de l'épuisement, en fait. Et partir de si loin, c'était, allez, on va le dire, un petit peu fou. Et quand on a revu la course après, effectivement, on peut dire que la prise de risque a été très grande. Mais finalement, la question est de se dire, s'il n'y avait pas eu prise de risque, est-ce qu'il y aurait eu la victoire au bout? Bon, nul ne le sait. En tous les cas, la fin a été très difficile. Et on le voit quand les autres bateaux ont vraiment, eux, commencé leur enlevage, leur sprint final. En plus de ça, pour la course à la médaille, ils sont revenus sur nous comme des fous et ça a été très difficile. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, champion olympique d'aviron devant les États-Unis et l'Australie, vraisemblablement. Ils ont réussi la course parfaite. Bien, de retour sur le plateau, je crois que là, on a vraiment eu un exemple de risque pris le jour J, à la fois qui était prémédité, c'est-à-dire qu'ils avaient parlé à l'échauffement, et à la fois, comme le dit Jean-Christophe Rolland, ils ont adapté à la situation qu'ils ont trouvée. Donc moi, simplement, j'aurais deux questions. Faut-il prendre des risques pour gagner? Et vous-même, avez-vous eu cette expérience? Avez-vous pris des risques pour gagner? Donc qui veut se lancer? Peut-être peut-être Christophe. Christophe, c'était... Voilà, c'était Jean-Christophe Rolland, je confonds ces deux champions. Donc Christophe, alors peut-être, je ne sais pas, lorsque tu as obtenu ta médaille de bronze au jeu, est-ce que tu as pris des risques par exemple? Bien évidemment, d'ailleurs c'est mon meilleur exemple, c'est ce que je comptais vous dire aujourd'hui. Moi, lors de ma finale pour la médaille de bronze, donc contre le lutteur hongrois, où j'étais mené jusqu'à la dernière minute, et sur une poussée de sa part, il veut me sortir hors de la zone de combat. Et j'exécute une technique que je n'avais jamais réalisée ni à l'entraînement, ni en compétition. Et là, je marque 3 points. Donc, ce n'était pas du tout mon style de lutte de faire cette technique. Et là, ça a payé parce que j'ai fait un peu preuve de créativité. Et là, je marque 3 points. Même moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce que c'était prémédité? Non, ce n'était pas prémédité ni par moi, ni par l'entraîneur. On n'en avait pas parlé avant. Voilà, j'avais une chance sur 2 que ça marche. Et comme j'étais mené au score, donc voilà, j'ai tenté ma chance et ça a marché. Donc, je pense qu'il faut prendre le risque parfois, surtout dans des moments comme ça. Les jeux, on sait que c'est particulier. Et si on ne prend pas de risque ce jour-là, ça ne marche pas, quoi. Et quelque part, tu n'avais pas le choix finalement. Si tu prenais pas de risque, j'avais pas le choix, donc voilà, j'ai tenté ma chance et ça a fonctionné. Donc tout va bien, quoi. Tout va bien pour moi. Donc tu es prêt à reprendre des risques dans l'avenir? Oui, déjà, il faut que je me qualifie pour Londres. Mais dans ces cas-là, je pense que voilà, sur une finale, en plus, où souvent les lutteurs ou même je pense d'autres sports, on se connaît par cœur, donc on n'ose peut-être pas, on se dit c'est les jeux, il y a la pression. Et au contraire, c'est là qu'il faut se lâcher, il faut tout donner, il faut prendre des risques, quoi. D'accord, donc tu as joué un peu sur l'effet de surprise finalement aussi. Voilà, l'effet de surprise, parce que cet Hongrois, en plus, je l'avais rencontré au championnat d'Europe où il m'avait battu donc, en 2008, donc la même année où je fais 3e et lui il gagne les championnats. Donc on se connaît par cœur, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. Et là, en faisant cette technique, je pense que lui, il a dû la regarder plusieurs fois et voilà, il doit s'en vouloir d'avoir voulu me pousser comme ça en dehors de la zone, parce que moi je me suis servi de sa force pour faire ça, mais en principe c'est une technique qui ne marche pas, quoi, qui est très difficile à exécuter. D'accord. Et lui, à l'inverse, peut-être n'a pas pris assez de risques alors au fond. Je pense que sur ce combat, il a eu aussi un excès de confiance, puisqu'il menait, il dominait le combat sur la fin, parce qu'il est un lutteur beaucoup plus physique que moi. Et donc moi, physiquement, donc j'étais en dedans. Donc si je ne tente pas cette action, voilà, après, là, sur la fin du match, je pense que j'aurais perdu. Donc voilà, moi j'ai tenté ma chance, ça a marché. Donc un risque à ne pas regretter en tout cas. Exactement.
Marc, peut-être, alors au tir à l'arc, autre chose, en tant qu'athlète, toi-même, peut-être en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as une image qui te revient Peut-être qu'il faudrait déjà partir de la définition finalement de qu'est-ce que le risque. Qui n'est pas forcément la même pour tous. Tout à fait, moi je me suis retrouvé tout à l'heure en off dans ce que disait Pierre Villepreux, donc on va peut-être le laisser nous la donner avant. Mais vas-y, t'as la parole, vas-y, enchaîne. Je pense que c'est important, c'est effectivement faire des choix dans l'objectif d'atteindre un but. Donc par rapport à ça, la prise de risque, à la première question, oui, elle est indispensable. Maintenant, je parlerai peut-être plus en tant qu'entraîneur, et ce qui ressort du discours de Jean-Christophe, pour moi, c'est que le risque, il est intéressant à partir du moment où il est intentionnel. Parce que derrière cette intention de mettre en place une stratégie, c'est-à-dire soit de faire une technique qu'on n'a jamais exécutée, soit d'attaquer plus tôt, ce qu'il y a derrière, c'est l'engagement. Et je crois que c'est ça, pour moi, le plus important. Et à partir du moment où le risque se rapporte à l'engagement, alors à ce moment-là, il est intentionnel, il n'est pas maîtrisé, mais il n'est pas involontaire. Et je pense que le risque devient dangereux quand il est involontaire. Et moi, mon rôle d'entraîneur, c'est effectivement d'amener, je dirais, les tireurs, mais que ce soit en compétition, mais aussi à l'entraînement, parce qu'on a parlé de la prise de risque en compétition. C'est justement de les amener à prendre des risques, mais tout en maîtrisant quand même un certain nombre de paramètres pour faire en sorte que ça réussisse. Lesquels, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a des paramètres incontournables? Je vais prendre un exemple cette année sur la préparation des championnats du monde, c'est-à-dire que nous, on a eu un championnat du monde début juillet, où les garçons terminent 2e, et un mois avant, nous gagnons la manche de camp du monde qui précède le championnat du monde. Donc là, on se retrouve un mois avant, on gagne, donc du coup, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le mois qui reste, pour maintenir les gars en forme jusqu'au championnat du monde. Et là, il y avait plusieurs possibilités. C'était soit de maintenir l'entraînement tel qu'on l'avait conçu jusque-là, en se disant voilà, on est dans la bonne direction, donc on continue comme ça. Soit mettre un peu de piment et autre chose. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un stage commando avec le GIGN 3 semaines avant de partir. Donc la prise de risque, parce que forcément, des activités... On ne sait pas comment ça va réagir. On ne sait pas comment ça va réagir, à la fois pour le groupe, et puis en même temps, voilà, par des activités quand même un petit peu délicates par moment, à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, cette prise de risque fait que les archers ont joué le jeu, ils se sont engagés sur ces 24 heures qu'on a passées avec eux, et là, il s'est passé quelque chose en plus qui fait que le jour des championnats du monde, voilà, il y avait une cohésion supplémentaire, et cela d'autant plus que sur le premier tour, on a quelque chose qui n'arrive jamais, c'est-à-dire que les juges arbitres, on a un temps imparti pour tirer nos flèches, et les juges se trompent dans le chrono, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 1 minute pour tirer les 3 flèches, on n'a que 40 secondes, et du coup, les tireurs sont obligés de se presser, et là, on s'est dit, c'est pas grave, on est prêt, on a vécu des choses qui font qu'on s'engage, on y va, et puis c'est passé. D'accord, donc vous avez pris un risque avant la compétition. Voilà. Mais encore une fois, après, c'est des choses qui ressortent en situation. D'accord. Je me tourne vers Pierre. Donc je suppose que dans ta carrière, des risques, tu en as pris en tant que joueur, aussi en tant que oui, bien sûr. Je voudrais dire que pour nous, en sport co, la prise de risque, elle est inhérente au sport collectif, tout simplement. Parce qu'on est en pleine incertitude, parce qu'on joue pour soi, mais on joue avec des partenaires. On ne sait pas trop comment ils vont réagir par rapport à ce que je vais faire. Et on joue contre quelqu'un. Et là aussi, l'incertitude, c'est de savoir comment ils vont réagir. Alors cet avec et contre crée un peu un danger. Alors, où ce danger, en sport co, on le programme, c'est-à-dire qu'on rentre dans une stratégie, on dit, bon, les caractéristiques de cette équipe, c'est de faire ça, 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 donc nous, on va prendre le contre-pied, oui. Et on rassure les gens au travers d'une programmation de match qui est intéressante, mais si ça ne marche pas, il va falloir s'adapter et trouver, évidemment, d'autres solutions. Et alors là, le risque devient un peu différent. C'est-à-dire qu'on rentre dans un risque que je qualifierais, moi, de situationnel. C'est-à-dire, ça bouge. Et là, eh bien, le joueur qui a le ballon, qui doit décider ce qu'il faut faire, il va prendre le risque de le faire sans trop savoir
comment les copains vont interpréter sa décision. Ce qui veut dire, c'est que dans un sport collectif, il peut y avoir une prise de risque individuelle. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est ça l'enjeu de formation, en définitive. C'est comment amener les joueurs de sport co à prendre la décision qui s'impose en relation avec le rapport de force qui est toujours mouvant, qui est toujours très aléatoire, qui change. On prévoit ça, mais il faut changer ce qu'on avait prévu. Et si on le change, eh bien, il faut que ce soit interprété par les partenaires comme quelque chose auquel ils vont donner du sens. Moi, je vais donner ce sens, donc je vais prendre le risque mais en même temps, mes copains, ils vont comprendre pourquoi je fais ça, et donc l'efficacité, elle sera dans les références communes que tout le monde aura par rapport à ce qu'il faut faire. Auquel cas, ça ne devient plus un risque, si tout le monde comprend la même chose. Et on arrive alors, en sport co, à avoir ce type de routine qui n'est plus un risque, puisque c'est complètement maîtrisé. Alors, tout n'est pas comme ça. Il y a quelques fois, bien sûr, où il y en a un qui décide de faire un truc. Et je te rejoins totalement, à savoir que là, ça crée un danger pour lui et un danger, évidemment, pour les autres, parce qu'il peut faire n'importe quoi. Auquel cas, la prise de risque est maximale et il a intérêt à ce que ça marche. Alors, des exemples, j'en ai bien sûr pas mal en rugby. Tout à l'heure, on reviendra effectivement sur le rôle de l'entraîneur, sur vraiment le rôle que peut avoir l'entraîneur dans une prise de risque. Mais à titre individuel, tu me parles en tant que joueur, tu avais pris des risques. Moi, quand j'étais joueur, ça fait bien sûr bien longtemps, j'avais mis au goût du jour l'arrière intercalé. Arrière intercalé, c'est les arrières à l'époque étaient des gens qui étaient arrière, qui attendaient que le ballon arrive, et quand ils l'avaient, ils tapaient dedans, ils le renvoyaient le plus loin possible en toucher, et leur jeu s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'ils avaient des tâches bien précises, pratiquement sans risque, puisqu'il leur suffisait d'être adroit et d'avoir un bon coup de pied. Ça s'entraîne, ça se développe, et évidemment, les joueurs de rugby qui jouaient à ce poste avaient ce type de caractéristiques. Et moi, quand j'avais 18 ans, on m'a dit « tu vas jouer arrière ». Je ne voulais pas trop jouer à ce poste parce que je ne voulais pas jouer comme les autres. Donc, j'ai pris des risques en me disant, moi, je vais aller chercher la balle. C'est-à-dire, j'ai choisi d'aller m'intercaler dans la ligne et d'aller prendre la balle à un endroit bien précis. Une prise de risque individuelle. Individuelle, oui, je ne savais pas trop ce que ça allait produire. Ça a bien marché, on se l'est approprié collectivement, et après, c'est devenu, je ne dirais pas une prise de risque, mais presque une innovation, c'est-à-dire une création d'une forme de jeu qui était devenue au fil du temps relativement efficace et qui se perpétue aujourd'hui. Alors après, il y a certains risques à prendre aussi quand on est dans le sport co par rapport à l'équipe que l'on a en face, c'est-à-dire qu'il faut convaincre les joueurs en leur disant « bon, on va jouer de cette manière, et cette manière-là, on ne la maîtrise pas trop. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour prendre ce risque-là » C'est un peu ce qu'ils ont fait dans cette course, à savoir, on tient la route là jusqu'à ce qu'on soit à 1000 mètres, et là, on met le paquet, sans trop savoir dans quel état de fraîcheur ils étaient. Et là, c'est pareil, on dit peut-être qu'on va prendre stratégiquement le contre-pied de ce qu'eux pensent sur le jeu que l'on va faire. À savoir, on le sait qu'ils sont plus forts, nous, on sait qu'on est plus faible, mais on va les jouer peut-être dans un domaine où ils ne nous attendent pas. Donc on va prendre ce risque avec tout ce que ça... Sans trop savoir ce que ça comporte. Parce que ça correspond bien à l'inconnu finalement. Bien sûr, à l'inconnu, à l'incertitude. Et donc ce degré d'incertitude, il faut essayer... Qu'est-ce que c'est qui fait que ce degré d'incertitude va être intéressant à gérer ou pas? C'est le score. C'est le score, là. Le score, bien sûr, puisque on va voir, est-ce qu'on tient la route ou est-ce qu'on ne tient pas la route? Et si on ne tient pas la route, on va dire, bon, attendez, on va revenir à des choses un peu plus, peut-être, basiques, que l'on connaît mieux, et où on risque peut-être d'être plus performant. Alors le sportif, effectivement, on a compris qu'il prenait le risque, que ça allait avec la performance. Est-ce que là, je m'adresse plus spécialement à Cédric, peut-être, est-ce qu'il y a un profil de sportif qui va être plus à même à prendre des risques que d'autres? Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a deux types de situations là où on parle de risque. Il y a un type de situation où c'est planifié et ça rentre dans un choix stratégique. C'est ça qu'on voit, c'est-à-dire on se dit on va prendre telle stratégie qui va apparaître aux yeux de l'extérieur comme risquée, mais parce qu'on pense que c'est la meilleure stratégie pour gagner. Donc là on est dans quelque chose qui est réfléchi, planifié, et en soi est-ce qu'on peut vraiment parler de risque?
C'est une stratégie plus qu'un risque. C'est une stratégie qui ne correspond pas à ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose, un petit peu dans le reportage qu'on a vu, qui est, je pense, plus de l'ordre de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on était parti sur une idée et qu'à un moment donné, le fil d'un match ou le déroulement d'une compétition fait qu'on se rend compte que les moyens traditionnels, habituels, vont pas être suffisants. Et donc là, il va falloir improviser. Et là, on rejoint plus effectivement ce qui s'est passé, c'était pas prévu, et on se rend compte de dire j'atteins mes limites avec des stratégies classiques. Donc je crois que le profil, c'est quoi? C'est aussi quelqu'un qui se fait confiance fondamentalement, parce que pour pouvoir changer sur le moment et être dans l'improvisation, au final, le risque, c'est la capacité à improviser, hein, à sortir d'un schéma de maîtrise, justement, dont on parle. Donc pour sortir d'un schéma de maîtrise, qui est quand même ce que préfèrent les sportifs, ils aiment prévoir, anticiper, caler, savoir où ils vont, essayer de maîtriser, au final, ce qui est une performance, c'est-à-dire plutôt quelque chose d'imprévisible, par définition, c'est tout le challenge, je crois, du sport de haut niveau. Il faut avoir confiance en soi, et donc là, on va retomber sur des profils de joueurs, je pense, ou d'athlètes qui se connaissent bien, qui ont une certaine, peut-être, expérience, et puis qui ont un regard sur eux-mêmes qui est assez juste. Et là, on tombe peut-être sur des critères d'évaluation de soi, d'estime de soi, je crois. Est-ce que réellement ce risque va me permettre, je peux me permettre ce risque-là, ou est-ce que je suis dans quelque chose où on touche effectivement à une forme de mise en danger ou de folie totalement irraisonnable. Donc il y a tous ces critères-là, moi je crois, qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir inclure cette prise de risque, qui effectivement, on le voit dans tout ce qui a été dit, cette prise de risque, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose certainement de nécessaire à un sportif de haut niveau en termes de réactivité, je crois aussi, et puis aussi pour les entraîneurs, pour atteindre des performances de très haut niveau, et puis des fois des performances inattendues. Voilà. Donc là, effectivement, souvent on parle du risque le jour J finalement, mais un risque, c'est aussi quelque chose qui se passe en amont, c'est quelque chose qui se passe dans la préparation, des choix stratégiques. Christine ? Oui, par exemple. Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Cédric, ce qui est intéressant quand on étudie les stratégies de course, par exemple, qui sont sur des disciplines, la manière dont on va répartir son effort, c'est que la prise de risque, le fait de partir vite, en fait, on s'aperçoit que c'est presque la norme, parce que c'est comme ça qu'on optimise ces ressources, les ressources du corps. Quoi. Ça apparaît comme un risque. Ça apparaît comme un risque, mais c'est presque une norme. Donc là, la prise de risque, ce serait peut-être de partir encore plus vite, c'est ce qu'on vient de voir, ou de faire un schéma complètement inverse. Et y aller dans l'inconnu. Voilà, aller dans l'inconnu. Après, ce qui est aussi intéressant quand on étudie ces stratégies de course, c'est si on compare différents niveaux, du niveau régional, par exemple, au niveau national, puis international. Et là, on se rend compte, si on parle du 400, qui est une discipline que tu connais un petit peu, c'est que plus on est fort, plus on passe vite et près de son record aux 200 mètres. Plus on est capable de prendre des risques. Et paradoxalement, plus également on va finir mal. On va s'écrouler encore plus, contrairement à l'image préalable qu'on aurait pu avoir. Donc le sport, plus on est fort, plus on part vite, on prend des risques, et plus on finit mal. Ce qui est étonnant, peut-être, mais ce qui permet de lever deux caractéristiques importantes, c'est qu'effectivement, il faut des caractéristiques physiologiques qui sont de supporter ces niveaux d'acidité qui sont un peu hors normes, mais aussi des caractéristiques psychologiques dont tu viens de parler, parce que, évidemment, il faut accepter d'aller dans l'inconnu, qui est l'inconnu de la dernière ligne droite, avec la souffrance qui va avec, et un profil psychologique qui doit s'associer au profil physiologique. Il faut être prêt des deux manières, il faut être prêt avec son corps, et il faut être prêt dans sa globalité. Mais à t'entendre, est-ce que finalement la prise de risque, ça ne va pas avec la maturité? Est-ce que ça ne va pas de pair avec la maturité? Est-ce qu'un débutant va peut-être être moins enclin à prendre des risques? Je sais pas. Il aura peut-être aussi moins les moyens physiques aussi, et peut-être moins la maturité aussi, de savoir que l'inconnu, la part d'inconnu se diminue avec les années peut-être. Pierre ? Je pense que c'est réellement une formation. Formation de l'athlète, du débutant jusqu'au plus haut niveau, pour faire en sorte que le risque n'en soit pas un. C'est-à-dire laisser, quand il débute, un maximum de possibilités, un maximum de prise d'initiative qui fait que ça devient normal, que ce ne soit pas quelque chose qui se greffe et qui vienne de l'extérieur. C'est que la prise de risque doit devenir quelque chose de logique, de normal, en relation bien sûr avec l'activité que l'on pratique. Et c'est pour ça qu'il faut laisser, enfin nous en Sport Co, on laisse dans la formation du jeune joueur beaucoup de liberté, parce qu'il fait des erreurs,
mais l'erreur c'est une leçon, et derrière ça, il prendra les risques qui conviennent pour justement être performant dans ce qu'il fait. D'accord. Oui, Cédric. J'allais dire à peu près la même chose. Je ne suis pas sûr que ce soit tant une question de maturité qu'effectivement une question de laisser aller quelque part. Et le laisser aller, c'est le droit à l'erreur. C'est comment j'assume l'idée que dans un choix qui ne va pas être perçu, parce qu'il y a le rapport à l'extérieur quand même qui est fondamental. L'extérieur, c'est mes partenaires dans un sport collectif, mais c'est aussi mon entraîneur, c'est comment ça va être perçu ce choix-là. Est-ce qu'on va me tomber dessus, donc d'une part, et puis vis-à-vis de moi-même, est-ce que je vais m'en vouloir d'avoir pris un risque comme ça? Et on pense au rugby, lorsqu'un arrière se retrouve en position de relance et qui va avoir dans une fraction de seconde, est-ce que je repars, est-ce que je remonte le terrain et que j'essaye de passer, c'est forcément un risque qui va être pris d'une manière instantanée, d'une manière inconsciente. Et donc là, ça a été travaillé avant, c'est-à-dire que si c'est un joueur qui n'est pas en confiance, qui sent qu'il y aura une impréhension, qui sent qu'il y aura un jugement, voilà, ça ne se mettra pas en place, il ne pourra pas partir et prendre ce risque de se faire choper sur une contre-attaque et de potentiellement donner la victoire à l'adversaire. Donc je crois qu'on est dans effectivement aussi une forme de... Ça s'apprend, ça se cultive, et je crois qu'il y a effectivement des cultures différentes du risque et en fonction des sports et des pays. On cultive cette différence-là à, d'une part, être dans un laisser-aller, prendre des risques, effectivement, et surtout, ce qui me paraît important, de se préparer au fait que ça puisse ne pas marcher, parce que sinon, on ne peut pas prendre le risque, on est tétanisé par la potentialité de l'échec. Mais on va voir, parce qu'on reparlera un petit peu, même aussi de la position de l'entraîneur dans ce domaine du risque. Et justement, pour aller plus en avant dans notre débat, notamment évoquer la place et le rôle de l'entraîneur, de l'accompagnateur, nous avons demandé son avis à Gilles Mtos-Lacotte, entraîneur national de plongeon au pôle de l'INSEP. On l'écoute. Alors, en plongeon, la première chose, c'est toujours garder cette intention de recherche de performance, et le risque fait partie intégrante de la performance et de cette recherche de performance. Donc prendre des risques, oui, pour répondre d'une manière très simple à la question. À l'entraînement, on va prendre des risques par rapport à ce qu'on va tenter. Donc là, le rôle de l'entraîneur, c'est de mettre en place des situations, d'aménager en fait des situations pour mettre l'athlète en situation où il va devoir se dépasser, donc aller chercher en fait autre chose pour élever en fait son niveau de performance. Et ensuite, en compétition, on a aussi une prise de risque qui est plutôt de l'ordre de l'athlète, c'est-à-dire que c'est à l'athlète en fait d'aller puiser dans ses ressources personnelles pour essayer encore une fois de dépasser son niveau de performance, pour aller chercher le petit quelque chose qui va faire que les juges ils vont plus se contenter à un 7,5 ou un 8, mais à aller chercher un 8,5 ou un 9. Et travaille sur la vitesse de bras. Par rapport à cette notion de risque, on a effectivement comment dire, une sorte de risque perçu qui peut être en fait perçu soit du point de vue de l'athlète, soit du point de vue de l'entraîneur. Et ce qu'il y a, c'est que quand on est dans une situation d'entraînement, il y a toute une phase en fait d'apprentissage où l'entraîneur en fait met en place des choses donc, qui servent en fait à diminuer le risque par rapport à l'athlète. Et l'athlète, lui, il cherche en fait de la confiance à travers ces exercices pour ensuite tenter une nouvelle figure, par exemple. Donc nous, on travaille en fait sur la construction pour amener à un nouveau plongeon, pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau plongeon qui se mette en place. Et ensuite, on arrive à une phase un petit peu critique où l'entraîneur il est en confiance par rapport à ce qu'il a mis en place, mais l'athlète il est dans une situation où il va se lancer en fait pour la première fois dans quelque chose de nouveau. Et là, il va falloir qu'il se surpasse, donc qu'il prenne des risques, si vous voulez, dans son engagement. Donc il va se mettre un petit peu en danger parce qu'il va tenter quelque chose de nouveau. Ensuite, la situation, elle s'inverse un petit peu. Elle s'inverse dans le sens où il va faire ce plongeon-là pour la première fois. Donc il va avoir un sentiment de risque qui sera très élevé.
Alors que l'entraîneur, lui, il va avoir plutôt un sentiment de risque qui est, on va dire, très faible, parce que tout ce qu'il a mis en place le réconforte dans la situation qu'il va proposer. Ensuite, l'athlète, il prend de la confiance. Donc en fait, il fait diminuer cette sensation, ce sentiment de risque. Par contre, l'entraîneur, lui, à ce moment-là, ce qu'il essaye de mettre en place, c'est qu'il essaye de provoquer chez l'athlète des changements. Et ces changements, ils vont créer en fait une perturbation dans les schémas moteurs de l'athlète qui vont générer du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'athlète, une fois qu'il a atteint en fait un niveau de confiance énorme, il va devoir se mettre en danger pour apporter des modifications dans ses schémas moteurs pour ensuite augmenter son niveau de performance. Parce que s'il se contente juste de faire, bon, on va avoir un niveau, mais ce niveau-là, si on veut l'augmenter, on est obligé de reprendre en fait de nouveau des risques. Et en fait, ces changements de comportement, alors ils sont perçus comme quelque chose de facile et sans risque pour l'athlète parce qu'il a l'habitude de faire le plongeon. Mais l'entraîneur, lui, il sait que c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça perturbe en fait les schémas moteurs. Et du coup, ça peut perturber en fait l'athlète dans ses repères. Et du coup, ce petit changement en fait peut induire des pertes de figure, par exemple, une surrotation qui va faire que l'athlète va se retrouver par exemple à plat dos ou à plat ventre. Et du coup, là, on va de nouveau retomber en fait dans un risque, mais qui sera plutôt un risque lié à l'intégrité physique du sportif. Tête, exagère, exagère. Bien, Gilles évoque plusieurs idées. Hein. Je crois qu'il y a une idée qui interpelle, c'est cette perception du risque. Est-ce que lorsque le sportif prend un risque, est-ce que l'entraîneur le prend également? C'est des choses qui peuvent s'inverser. Est-ce que ça vous parle? Qui prend le risque? Christophe? En fait, moi, comme exemple, cette année, j'ai participé au championnat du monde en septembre, mais je me suis fait un arrachement osseux au niveau du coude début août. Donc j'avais 5-6 semaines pour me soigner, et donc j'ai eu 15 jours d'immobilisation. Bon, ça aurait été en temps normal, je pense que je n'aurais pas participé. Mais là, c'était une échéance importante, les mondiaux, qualificatifs pour les Jeux de Londres. Et donc, on en a parlé beaucoup avec mon entraîneur, donc toute la DTN, le médical, moi-même en tant qu'athlète, pour savoir s'il fallait que je participe, puisque en se classant dans les 5 premiers, ces mondiaux, on était qualifiés directement pour les Jeux, donc 1 an à l'avance. Et bon, bah, voilà, j'ai fait de la rééducation. Je suis allé à ces championnats, j'étais pas à 100%, quoi. Je me suis pas entraîné quasiment 6 semaines de tapis, donc j'ai fait du cardio, de la rééducation. J'ai lutté strappé. Voilà, malheureusement, j'ai perdu à mon premier combat. Mais en fait, je voulais pas avoir de regrets. Voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Bon, par chance, je me suis pas davantage blessé. Donc, je suis toujours en phase de rééducation, mais c'est quasiment la fin. Mais je pense qu'on a quand même pris un risque. On en a beaucoup discuté, savoir s'il fallait que je participe ou non. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bien fait de participer ou si j'ai me fait de faire l'impasse, sachant que j'ai d'autres épreuves qualificatives courant avril-mai, donc qui me laisseront encore le temps de bien me soigner et de revenir à 100%. Mais voilà, quand je vois en fait le plongeon, je pense qu'il y a aussi un risque par rapport à l'intégrité physique. Oui, je crois qu'on peut évoquer cette idée d'intégrité physique. D'ailleurs, Pierre, je crois que le rugby est aussi concerné par ce risque-là, par ce risque d'intégrité physique lui-même. Oui, mais je pense que dans un sport collectif, vous avez déjà fait jouer, je pense, des joueurs blessés, peut-être qui n'étaient pas 100%. Mais dans un sport individuel, je pense que c'est encore plus difficile, puisqu'on est un contre un, alors que dans une équipe, il y a les autres qui peuvent aussi aider. Oui, il arrive évidemment qu'on choisisse de faire jouer un joueur qui est vraiment, je dirais, le poumon de l'équipe, même s'il n'est pas à 100% de ses moyens physiques. Mais on fait quand même attention à ça parce que ça hypothèque quand même toute une carrière. Donc le rugby est un sport relativement difficile à gérer en termes de violence et donc ça on doit y faire attention. Si on reste sur ce sujet-là, il est évident qu'en rugby, on a des problèmes parce qu'on donne aux joueurs les moyens de se protéger des risques de blessures. Exemple, des épaulières, des casques. Et ça les conforte dans le fait qu'ils deviennent avec ça invincibles. Et donc ils font des choses et ils prennent des risques qui sont complètement inconsidérés. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à ça au niveau des débutants.
parce qu'autrement, il se lance dans, je dirais, la rencontre physique avec une envie qu'il n'aurait pas s'il n'était pas protégé. Et il risque en fait tout autant. Donc ça, c'est aussi un domaine qu'il s'agit de partager. Pour revenir un peu à la question, c'est est-ce que l'entraîneur partage avec le joueur? Voilà, je voudrais revenir sur cette place de l'entraîneur. Bien sûr, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à partager. Moi, mes joueurs, quand j'étais à Toulouse, des fois, ils venaient me voir, ils me disaient « Pierre, tu ne crois pas qu'on pourrait faire… » Non, ne me dis pas ce que tu veux faire, fais-le. S'ils sentent qu'ils peuvent le faire, il faut leur laisser le faire. Et après, on évalue. Ça a marché, ça n'a pas marché. Et comment on module, comment on rend plus flexible ce qui était pour eux possible et qui ne l'était peut-être pas. Ou au contraire, est-ce qu'on dit « super, on va plus loin ». C'est ce partage-là qu'il faut essayer de légitimer avec les joueurs, qui donne aux joueurs l'impression que c'est aussi lui qui, s'il prend ce risque-là, qui réussit, il va donc… c'est un surplus d'émotion, je ne crois pas que je me trompe en disant ça, c'est un surplus d'émotion, c'est un surplus, si ça marche, de reconnaissance, automatiquement, par rapport à ce que le joueur fait, c'est lui qui sera valorisé. Et ça, un entraîneur, il doit le partager et ne pas toujours dire aux joueurs ce qu'ils ont à faire. Mais l'entraîneur, il ne peut pas se positionner en disant non, prends pas ce risque. Il peut, effectivement, il peut. Mais vous détruisez un joueur avec ça, parce que si lui, on joue parce qu'on a envie de faire certaines choses et de les provoquer. Si on limite ça, je crois qu'on est à côté de la philosophie du sport, tout simplement. Et de la liberté que l'on doit laisser aux pratiquants pour s'exprimer aussi à titre individuel. Alors donc, oui, j'ai vu qu'on… Je voudrais revenir sur cette notion de perception, en fait, qui pour moi me paraît fondamentale, parce que qui dit perception dit singularité. C'est-à-dire que ce soit deux athlètes ou deux entraîneurs, on ne va pas forcément avoir la même perception du risque. Et donc je crois que l'un des premiers objets de l'entraînement, c'est effectivement de faire en sorte que l'athlète apprenne à se connaître, apprenne à s'accepter, pour justement mesurer quel type de risque il peut prendre ou pas. Et c'est également, ça se vaut également pour l'entraîneur, c'est pareil. Apprendre à se connaître, s'accepter et dire voilà, là je peux aller jusque-là parce que derrière, quand on dit à quelqu'un de prendre un risque, il y a le discours, il y a la confiance qu'on va mettre dans les mots qu'on va employer pour dire c'est maintenant ou tu peux le faire. Et si on le fait, je dirais, sans y croire, sans engagement total à 100%, alors à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Et donc je crois que le fait de cibler cette perception du risque, c'est vraiment important. Oui, Pierre. Oui, excuse-moi. Hein. Par rapport à ça, je veux dire qu'on a deux types d'entraîneurs. Des entraîneurs qui programment tout. C'est-à-dire, le joueur est sécurisé, il refait. On fait ça, on fait ça, on fait ça, et le joueur refait. Il n'y a pas de risque, puisqu'il sait ce qu'il faut faire. Et puis, il y a les entraîneurs qui laissent beaucoup de liberté. C'est-à-dire, allez-y, adaptez-vous. On crée des joueurs qui sont adaptatifs. Eh bien, vous aurez d'un côté des joueurs qui ne vont pas prendre de risques, et de l'autre, une autre catégorie de joueurs qui, eux, vont être disponibles par rapport au risque. Personnellement, mon expérience me fait dire, enfin, c'est pas modeste ce que je veux dire, mais les résultats que j'ai eus, c'est en laissant beaucoup de liberté aux joueurs. Beaucoup de liberté aux joueurs. Faites-le et on trie. Et par rapport à ça, eh bien, c'est l'adaptation qui prime. On saura revoir à la baisse ou élever le niveau. Alors justement, vu qu'on est dans cette position d'entraîneur, j'ai une question. Est-ce qu'on peut s'entraîner à prendre des risques ? Est-ce qu'on peut inculquer cette mentalité pour aider l'athlète à prendre des risques ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ? Au quotidien, par les situations qu'on peut mettre en place, ou le fait de bouleverser un moment les habitudes. Mais encore une fois, par rapport à ce que disait Pierre, je crois que pour l'entraîneur, ce qui est important, c'est de bien connaître ses athlètes et de cibler quel type de fonctionnement on va pouvoir apporter. On parlait de la planification tout à l'heure, et bien il y a des athlètes, ils ont besoin que tout soit programmé, et à ce moment-là, il faut le faire, tout en sachant que cette force-là va aussi être une limite par moment, donc il va falloir essayer à un moment de le tirer de sa programmation, de le sortir un peu pour l'amener justement à prendre des risques. Et au même titre, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, par moment aussi cadrer les choses, parce que forcément, au bout d'un moment, l'un comme l'autre vont être limités
part, ce qui fait leur force par moment fait aussi leur point de faiblesse de notre côté. Cédric, tu vois? Oui, sur ce qui a été dit, je crois que revient cette notion assez centrale dans le prise de risque de l'évaluation, la connaissance qu'on peut avoir. Alors, connaissance de soi quand on est un athlète, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la confiance, mais c'est valable aussi pour le corps, c'est-à-dire à quelle précision je connais mon corps et ses réactions, notamment sur les questions de la mise en danger de l'intégrité physique, et puis la connaissance aussi de l'entraîneur de ces athlètes. Qu'est-ce qu'il peut demander d'eux, qu'est-ce qu'il peut exiger d'eux, et à quel degré on est aussi, parce qu'il y a une fonction de protection à un moment donné qui doit se mettre en place de la part de l'entraîneur, de savoir que là, à un moment donné, je dois peut-être moi le censurer, le limiter. Peut-être que là, on va trop loin justement dans la prise de risque, c'est que tout dépend de la personnalité de l'athlète. Mais par rapport à l'intégrité physique, et je crois que là, il y a une question aussi qui est importante, c'est l'adhésion. Il faut qu'il y ait une adhésion du sportif à la prise de risque. Et là, je crois qu'il y a une question d'échange qui est fondamentale entre l'entraîneur et l'athlète. Et là où il y a les vrais dangers, c'est lorsque l'athlète a le sentiment qu'on lui impose une prise de risque. Et là, on est sur des questions éthiques. On lui impose une prise de risque que lui ne souhaite pas, où il considère que ça représente justement un trop gros danger pour lui. Et ça, c'est aussi des situations là, qui ça ne sont... va pas fonctionner. Tu disais, Marc, que pour prendre un risque, il fallait y aller à 100%. Là, il ne va pas y aller à 100%. Oui, et puis, il y a une fonction, je crois, effectivement, à ce moment-là, je crois que c'est essentiel qu'il y ait adhésion. Qu'il y ait une adhésion entre... à un moment donné, un entraîneur et un athlète, voire un groupe d'athlètes. Dès lors qu'il n'y a pas adhésion et que l'athlète se sent en danger lui-même, la prise de risque, elle est démultipliée, justement, parce qu'il va y avoir une vraie appréhension à tout ce qui se passe. Et puis c'est une manière de nier, justement, la connaissance que l'athlète a de lui-même et qui est logiquement la première chose sur laquelle on doit s'appuyer, parce que il faut savoir que les sportifs de haut niveau, généralement, sont quand même des grands experts, au bout d'un moment, de leur corps et de leur ressenti. Ils ont une écoute très attentive, ils ont un entraînement très important sur les réactions de leur corps. Donc il faut mettre ça, je crois, en avant et s'appuyer sur ça en premier lieu. J'ai une petite anecdote là-dessus. Le tir à l'arc est dominé par la Corée, qui a X médailles d'or depuis 1984. Et il se trouve qu'on a eu la chance de travailler avec un entraîneur coréen. Et l'un des premiers conseils qu'il m'a donné, c'est surtout, en compétition, tu mets des lunettes de soleil. Parce que le regard, il y a beaucoup de choses qui transparaissent et il ne faut surtout pas montrer qu'on stresse. Et depuis ce jour-là, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça. Donc je me suis, même s'il y a beaucoup de soleil, je ne mettrai jamais mes lunettes de soleil. Et l'anecdote, c'est que, si vous vous rappelez les Jeux de Pékin, où l'équipe féminine fait la première médaille, on a des trompes d'eau. Et si vous regardez la petite finale, c'est un entraîneur coréen qui coach les Anglais, et il a ses lunettes de soleil. Et c'est incroyable, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça veut dire que lui, il est mort de trouille, que du coup, il va le transmettre à ses tireurs, et on a joué là-dessus, c'est-à-dire qu'avec les filles, on se regardait vraiment dans les yeux en disant, voilà, c'est pour nous, on va y aller, c'est le partage, et à ce moment-là, il y a de la confiance, il y a de la conviction qui passe, et puis c'est peut-être ce qui fait la différence à un moment pour aller au bout. D'accord. Il y a un risque dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on a parlé surtout du risque le jour de la compétition ou quelques jours avant, c'est le risque à long terme, Christine. C'est-à-dire que toi qui accompagnes les pôles, il y a des risques carrément de planification, oui, d'ajouter ou de retirer des séances, des choses comme ça. Ça aussi, c'est un risque finalement. C'est un risque qui est moins visible, qui est moins perceptible, mais qui est le risque du choix de la charge d'entraînement. Donc là, c'est vraiment c'est plus vrai dans certains sports que dans d'autres. Pour résumer, j'ai l'impression que c'est plus vrai évidemment dans les sports où il y a une grosse charge d'entraînement, beaucoup de répétitions et des chocs. Donc choc et charge d'entraînement importante, ces risques de blessures évidemment. Et la gestion de chaque charge d'entraînement, c'est une prise de risque. On a souvent la coutume de comparer le sportif à un funambule. En dessous de cet équilibre très fragile, on ne peut pas être au meilleur de soi-même. Et puis très très vite, on bascule dans le domaine où on va avoir passé la limite et on va avoir des blessures. Et là encore, c'est une gestion de la prise de risque qui se fait, je pense, en tout ce que vous avez dit, c'est la relation entraîneur-entraîné qui va être importante, la confiance qui va permettre de réguler toute cette prise de risque. Et les outils qu'on peut se donner pour s'aider. Il y a aussi des outils, on peut aussi se donner quelques moyens d'aide à la décision concernant la charge d'entraînement. Ce qu'on essaie de faire par certains paramètres qui nous permettent de dire, bon attention, là
là, c'est un peu zone rouge. Zone rouge ne veut pas dire danger. Zone rouge veut dire c'est normal, j'ai planifié pour que ce soit une zone rouge, donc tout va bien. Mais zone rouge aussi, si ça n'a pas été planifié et si elle n'est pas voulue, là, il faut se reposer, oui. Mais comment les évaluer, ces risques? Bon. En termes de planification, de manière plus générale, en termes de planification, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place l'année dernière, c'est d'associer des paramètres physiologiques, en prenant des paramètres dans la salive, qui sont des paramètres hormonaux, et des paramètres psychologiques, parce que je pense que là, effectivement, on a besoin de croiser les deux approches, quoi. Donc, c'est, je pense qu'en croisant les approches qu'on aura le plus d'efficacité. Peut-être une dernière question pour clore cette partie du débat. Julien Pillet, un des escrimeurs de l'INSEP International, nous a dit qu'il utilisait les petites compétitions pour prendre des risques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, d'utiliser les petites compétitions pour prendre des risques, pour les évaluer, justement pour qu'il ne soient plus des risques après ça? Tout à fait, oui, ça c'est une... Moi, je dis qu'en sport co, à un haut niveau de pratique, il est intéressant d'avoir des matchs de très haut niveau, mais des matchs faciles aussi. Et c'est dans les matchs faciles que la confiance s'acquiert, parce qu'on sait que l'on peut le faire, on ne se pose pas de questions. Et là, tout d'un coup, puisque dans les rapports de force qui se créent en plein jeu, je dirais, en plein mouvement, où il s'agit de dire, bon, ben, je vais faire ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais le faire. Le plus souvent, qui c'est qui le fait? Ce sont ceux que j'appelle moi les génies du jeu, les très très grands joueurs. Ceux-là, ils prennent les risques tout à fait naturellement parce qu'ils savent, eux, qu'ils savent faire. Et les autres à côté ne disent jamais rien, que ça marche ou que ça ne marche pas. Par contre, ceux qui sont un peu moins, entre guillemets, bons, ceux-là, ils hésitent de le faire. Donc, ils ont besoin de ces matchs amicaux pour se lancer dans cette dynamique-là. Christophe, ça te parle, ça, des compétitions un petit peu annexes où tu prends des risques? Moi, je suis un petit peu partagé. Voilà, c'est pareil sur la technique, toutes les techniques qu'on travaille à l'entraînement. Sur des tournois, je me dis des fois, allez, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Mais on garde toujours une ou deux bottes secrètes pour une compétition importante. Parce que les techniques comme ça qu'on va essayer dans un tournoi, les autres, ils vont voir, ils vont étudier. Il y a la vidéo. Donc, on se dit, voilà, ça sera encore plus risqué. Donc, celle que tu vas travailler toute l'année, tu vas peut-être la garder pour le jour J. Et donc voilà, c'est un peu du 50-50, je pense. Bon. Donc je vous propose une troisième partie sur ce débat, la place des institutions sportives, ministères, fédérations et autres, et l'influence qu'elles peuvent avoir justement dans cette notion de prise de risque. Avant d'en parler, écoutons Michel Sicard, ex-entraîneur national d'épée masculine, ex-directeur technique national de la Fédération d'escrime et aujourd'hui en charge de la mission expertise au sein de la direction des politiques sportives. On l'écoute. En fait, prendre des risques, pour moi, c'est sortir un peu de ce qui est attendu. Donc ça veut dire s'intéresser à l'inattendu, de ce qui n'est pas connu, donc s'intéresser à l'inconnu. Il ne faut pas être tout ce qui est prédictible, donc il faut s'intéresser à l'imprédictible. En fait, est-ce que ça ne serait pas finalement déjà la définition de la perf, quoi. La perf en elle-même, mais pas que de la perf de haut niveau, la perf globale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, la perf, ça n'existe pas, il faut la faire. Donc s'il faut la faire, c'est-à-dire qu'en face, on a des situations qui sont imprévues, imprédictibles. Et donc face à ça, comment on s'organise? Quelle stratégie on pose pour affronter l'inconnu? Et je crois que derrière ça, si on appréhende la performance sous cet angle-là, on va certainement amener les gens à... On crée, je pense, les conditions de la créativité qui sont, à mon avis, fondamentales. Et en fait, moi, quand j'ai été DTN, c'est vrai que j'ai eu une expérience, mon expérience d'entraîneur, et c'était de le partager, comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui à la mission expertise, c'est de partager à un moment donné, c'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on entend ensemble par la performance? En fait, on s'aperçoit très vite qu'il y a trois visions, quoi. Il y a la vision de ceux qui pensent qui sont que sur du talent, qui sont sur l'oiseau rare quelque part, comme s'il y avait des bonnes fées qui s'étaient penchées à un moment donné sur ton perso, et malheureusement pas sur celle des autres. Alors là, tu l'attends, tu peux l'attendre toute ta vie, la perf. Donc là, tu prends aucun risque puisque tu l'attends. Il y a aussi, un peu comme je disais tout à l'heure, les fédés, souvent elles sont organisées, c'est spécialisé. La perf aussi, elle est spécialisée, puisqu'on nous l'apprend comme ça, on nous l'apprend sous de la technique, de la tactique, du physique, du psychologique. Et quand tu fais du physique, tu fais de la muscu, il faut d'abord faire ce genre de séance. Avant de faire de la plio, il faut faire du concentrique, de l'excentrique, ceci, etc. Donc tout est vraiment saucissonné, tout est décortiqué.
Et encore une fois, c'est le côté complexe, le côté global, le côté du lien ensemble, il n'est pas toujours à appréhender. Et puis, il y a l'autre vision, celle que moi je partage plus, c'est que j'ai, en tant qu'entraîneur, c'est mon histoire, c'est aussi ce que j'ai essayé de partager avec des coachs, avec le directeur du niveau quand j'étais DTN, et puis aujourd'hui à la Dépêche, je fais le lien parce que je pense que c'est des visions plus macro, mais encore plus macro à la mission expertise que DTN, hein, donc je le fais avec l'ensemble des collègues DTN. C'est peut-être d'envisager la perf sous un autre angle, un peu plus comme un phénomène qui est culturel. D'ailleurs, quand on est à la mission expertise, on s'aperçoit que la culture de chacun des sports est très différente. Quand j'étais DTN, elle est aussi différente d'une arme à l'autre, parfois d'un genre à l'autre. Mais des fois, ce sont des cultures qui sont relativement, des fois fermées, tu vois, vachement, des fois fermées, et c'est des représentations qu'il faut réinterroger. Parfois, elles sont même dogmatiques hein, dans certains sports. Donc voilà, donc un peu sous un phénomène culturel, un phénomène aussi émergent, parce que quand je disais tout à l'heure, prendre des risques, c'est pas être dans ce qu'on attend, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On est dans de l'émergence. Donc être dans l'émergence, c'est à un moment donné, peut-être faire à un moment donné plus confiance aussi à son intuition. Par exemple, très souvent, l'intuition qui est pour moi la nourriture des expériences, il faut réhabiliter chez l'entraîneur cette notion d'intuition. Je crois que la prise de risque, quand tu es DTN sur des sélections, comme elle se passe sur les scrims, je crois que c'est plutôt le coach qui va l'apprendre. Parce que je parlais tout à l'heure d'intuition, tu as l'intuition, toi, DTN, mais l'intuition, c'est la nourriture des expériences, donc c'est tes propres expériences. Mais quand tu es DTN, tu t'éloignes un peu, et ces expériences-là, elles sont moins riches, elles sont riches ailleurs, mais moins riches sur cette notion-là. Cette notion de proximité, tu es beaucoup moins dans la proximité du quotidien de l'entraînement, et surtout du quotidien de la compétition. Donc je crois qu'il faut plutôt être bien à l'écoute du coach, bien entendre à un moment donné ses arguments qui vont te faire comprendre qu'à un moment donné, il est sur une intuition, il est sur quelque chose de riche, et que parfois cette décision, il n'ose pas la prendre seul, et c'est là qu'il faut l'accompagner, quoi. Donc il parle d'accompagnement, effectivement, en tant que DTN, parce que le DTN n'est pas l'entraîneur, n'est pas la personne qui est en prise directe avec le sportif. La question est de savoir comment mettre en place un contexte favorable à cette prise de risque. Donc qui va intervenir là-dessus? Moi aussi, j'ai été 4 années DTN et voilà, je dois dire que j'ai eu du mal à créer, je dirais, culturellement, derrière un projet global, cette confiance qui permet de dire voilà le jeu que l'on veut jouer, voilà comment on va former les joueurs et voilà comment toute l'institution va se l'approprier, qui fait que lorsque vous avez des besoins, vous allez les demander, qu'ils soient financiers ou autres, eh bien ça répond à une logique. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer au sein d'une institution sportive. Mais ça, c'est pas du tout facile. Alors, ça tient à la culture, à toute une histoire, ce qui s'est passé avant, vers où on veut aller. Et on a affaire à des hommes, des humains qui réagissent différemment en fonction des projets que l'on peut proposer. En tout cas, je rejoins totalement le discours, c'est, à la sortie, c'est quand même celui qui est près de ceux qui produisent, c'est-à-dire l'entraîneur, qui doit avoir cette responsabilité et qui va créer la dynamique souhaitable pour que tout le monde adhère à ce qu'il veut faire. Il parle beaucoup d'accompagnement. Bien sûr. D'accompagnement DTN, entraîneurs, etc. Et de confiance, je crois que ça c'est vraiment fondamental dans le sens où si on ne sent pas une confiance des institutions, mais encore une fois, la confiance n'excluant pas le contrôle, hein, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas rendre de compte et de faire n'importe quoi. Où est la limite, justement? Je crois que voilà, ça c'est pareil, ça passe par une bonne connaissance des interlocuteurs. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir le même DTN depuis que je suis en poste, c'est-à-dire 2002, en tout cas chez les seniors. Et fait qu'aujourd'hui, voilà, au bout de presque 10 ans de collaboration, il y a une confiance réciproque qui fait que j'ai une marge de manœuvre peut-être plus importante que je ne l'avais au départ. Et je crois que ça, c'est très important. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, encore une fois, pour les Jeux de Pékin. On est au championnat d'Europe. C'est une des dernières étapes possibles pour la sélection avant les Jeux, au mois de mai. Et je sens que, notamment par rapport aux filles, il y a un poids par rapport à cette sélection. C'est-à-dire qu'elles sont un petit collectif, et puis qu'elles attendent qu'une chose, c'est que les noms tombent
pour entamer la phase de préparation. Et on fait un championnat d'Europe très, très mitigé, en tout cas en ce qui concerne la phase de qualification et d'éliminatoire individuel, c'est-à-dire que les filles, à part une qui sera championne d'Europe, mais les autres sont éliminées prématurément et le score des qualifications est pas dans les clous par rapport aux objectifs visés. Et malgré tout, je sens que c'est quand même la meilleure équipe que j'ai sous les yeux. Et à ce moment-là, je suis à l'entraînement avec elle, je peux monter aux cibles, et là je me dis, il faut que je fasse quelque chose si je veux déclencher à un moment une confiance et que ça y est, on arrête, on sort de cette période de sélection pour vraiment entamer la préparation finale. Et je les réunis aux cibles, et là je leur dis, je prendrai mes responsabilités vis-à-vis du comité de sélection, mais vous êtes la meilleure équipe de France que j'ai sous les yeux, et c'est celle qui ira aux Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, je chante quelque part le comité de sélection, toute la procédure institutionnelle qui est mise en place pour aller aux Jeux Olympiques, mais je le fais avec conviction, avec force, en me disant voilà, et là je sens vis-à-vis des filles qu'un poids se libère, et on fait le premier match, elles gagnent le premier tour, elles échouent de quelques points sur le deuxième tour, mais c'est peut-être là que ça a commencé finalement cette préparation finale, avec ce choix, à un moment de dire stop, la sélection, vous êtes la meilleure équipe, et maintenant on se lâche et on y va. Oui, mais ça veut dire effectivement dans ce cas-là qu'il faut que l'institution justement suive. Alors à ce moment-là, moi je ne le sais pas. Je me dis voilà, j'ai suffisamment de confiance dans mon staff pour dire je prends le risque, je le fais. Après, bon, bah, j'assumerai, c'est-à-dire que si on ne me suit pas, ça sera fini pour moi. Mais ça me paraissait important à ce moment-là de leur dire ça. Et bon, c'est vrai qu'après ça s'est bien passé, mais je pense qu'on a gagné du temps dans la mesure où si on avait refait une étape de sélection avec un comité derrière, on aurait perdu 15 jours dans notre préparation qui, à l'arrivée, s'est quand même bien passé. Cédric ? Je crois que Marc a parfaitement résumé, on va dire, un peu ce que je voyais comme les trois axes fondamentaux. Il y a, et on l'a entendu aussi dans l'intervention de Michel, il y a une question de confiance, il y a une question d'échange, et il y a le fait d'assumer effectivement un choix auquel on croit, et assumer le fait que ça fonctionne, mais aussi, comme tu viens de le dire, le fait que si ça ne marche pas, voilà, j'assume que je pensais que c'était la meilleure stratégie. Donc on revient toujours sur ces questions-là, je crois, fondamentalement, comment on cultive, pour répondre un peu à cette question-là. Il y a une question, je crois, de confiance entre, à un moment donné, des décideurs, des responsables et puis des entraîneurs. Il y a une question de confiance, à un moment donné, de la même manière qu'un entraîneur il place sa confiance dans un groupe, dans un certain nombre d'athlètes, eh bien, il y a des responsables qui doivent, à un moment donné, aussi être au bout de leur logique et faire confiance aux gens qu'ils ont mis en place pour prendre des choix stratégiques, même si des fois, ceux-là ne vont pas nécessairement leur paraître sur le moment logique, parce que ce sont les entraîneurs qui sont au quotidien au bord du terrain et qui voient comment vit un groupe, et que ça reste aussi les gens les plus à même de faire des choix stratégiques appropriés. Oui, Christine. Juste en écoutant Marc et Cédric, dire qu'en fait, on a trois étages, le sportif, l'entraîneur et l'institution. Et en fait, on a mis en avant les interactions à chaque étage, quoi, la confiance dans les interactions, l'interaction entraîneur athlète, mais aussi entraîneur et institution. Et donc, il faut à chaque fois mettre dans ces interactions la plus grande confiance possible. Moi, je vais vous soumettre une anecdote. En 1996, donc Jean Galfiotte nous a confié dernièrement, en 1996, donc juste avant Atlanta, la fédération ne le suivait pas dans son intention de partir 48 heures ou 3 jours avant la compétition. Et donc l'institution, là, ne l'a pas suivi. Donc il a pris une décision, même quitte à payer son voyage et autres, avec son entraîneur, de partir quand même quelques jours avant Atlanta. Bon, il a eu gain de cause, mais voilà, c'est un exemple, effectivement, d'une institution qui ne suit pas forcément la décision de l'entraîneur et de l'athlète. Voilà. Moi, je me suis inspiré de ça. Par exemple, pour la préparation de Pékin, j'avais discuté. À l'époque, il y avait quelques rencontres et Maurice avait témoigné de ça. Et pour Pékin, on avait deux stratégies. C'était soit de partir suffisamment tôt pour assimiler le décalage horaire, etc., soit partir à la... Nous, on a fait le choix de partir à la dernière minute pour justement limiter la pression. On s'est décalé sur place avec luminothérapie, décalage des repas, etc. Là, mais on tout est ça bien dans les prises de risque, dans les voilà. choix. Mais à l'inverse de Jean, c'est que nous, l'institution l'avait validé. Mais même si l'institution le valide, il y a toujours la validation du terrain.
Au même titre, cette année, là, pour les Jeux Olympiques, beaucoup de fédérations ont fait le choix de s'entraîner en Asie juste avant les Jeux. Bon, nous, on a fait un choix inverse. On est allé en Turquie, dans un cadre vraiment très agréable, mais un petit peu à l'inverse de ce que pouvaient faire toutes les autres fédérations. Et là, même si l'institution nous suit, il y a quand même, je dirais, un poids un peu en disant « bon, je fais quand même pas comme les autres, là ». Donc, à un moment, il va falloir assumer et également... encore une fois, vis-à-vis des athlètes, montrer que c'est le meilleur choix par rapport à leur préparation. Et donc ça, c'est effectivement, encore une fois, un risque, mais c'est mieux si l'institution le suit, mais des fois, l'institution, elle suit, mais elle attend de voir. Moi aussi, je vais rajouter, actuellement, à la lutte, on est en pleine discussion avec le DTN et les entraîneurs par rapport aux tournois de qualification qui vont se dérouler avril-mai, puisqu'il y aura 3 tournois, 3 week-ends d'affilée, donc en Bulgarie, en Chine et en Finlande. Donc à quel tournoi on va participer? Parce qu'il y a le décalage horaire, on fait un sport à catégorie de poids, donc il y a le poids à maintenir pendant un mois, et il y a l'aspect financier, puisque pour l'instant on a un seul quota olympique, donc on est une quinzaine peut-être entre les garçons, les 2 styles de lutte et les filles, à participer à ces tournois. Donc il y aura peut-être des impasses sur certains tournois, donc là on est en train de voir en fonction des individus qui fait quoi, et donc ça discute pas mal, donc je pense qu'on est dedans là. Oui, donc c'est vraiment, là on est vraiment dans la relation et dans l'accompagnement finalement. Voilà. Je pense quand même que ce lien dont tu parlais tout à l'heure entre joueurs, entraîneurs et je dirais la gouvernance en haut, c'est définir vraiment le qui fait quoi, définir des compétences et que tout le monde soit d'accord par rapport au projet. Auquel cas on va donner du sens aux propositions que peut faire un entraîneur, que peuvent faire les joueurs, etc. Et tout fonctionnera bien. Du moins on limitera la casse. Mais s'il n'y a pas ça, on se trouvera en porte-à-faux. Moi, je sais très bien que quand j'étais DTN au rugby, je n'ai pas eu mon mot à dire sur l'entraîneur de l'équipe de France dans son choix. Donc à partir de là, C'est parce que tu l'avais décidé ainsi? Non, parce qu'on ne me l'a pas demandé. D'accord. On ne me l'a pas demandé, on ne m'a rien demandé du tout. On m'a dit, voilà, c'est lui l'entraîneur, avec qui je n'ai pas eu de rapport d'ailleurs en tant que DTN. Donc c'est pour ça que 4 ans après, je suis parti d'ailleurs. Hein. Les dés sont pipés, quoi, au départ, complètement pipés. Hein. Bon, alors, je pense qu'au rugby, ça s'est un peu amélioré, hein, mais c'était comme ça, parce que dans l'histoire, le DTN n'avait pas sa place, il n'existait pas. C'était un petit pion qui... voilà, c'est pas le cas dans toutes les fédérations, mais au rugby, c'était comme ça. Alors pour clore ce débat, nous avons sélectionné 3 questions du public présent aujourd'hui sur le plateau. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, des réponses assez rapides. Donc la première question, quand l'environnement est anxiogène, c'est-à-dire au niveau de l'institution, sur quoi agissez-vous? Qui veut répondre? C'est difficile de répondre à cette question par rapport à l'institution, mais en général, quand ça se produit, on essaye de faire écran ou de créer les conditions pour avoir le moins à se rencontrer ou en tout cas à donner l'occasion pour la personne qui pourrait transmettre ce stress de se retrouver avec le collectif. Donc je crois que le rôle c'est... Ou encore effectivement de le dire avec les bons mots au bon moment pour faire en sorte qu'effectivement le groupe ne ressente pas cette pression. Faire écran et protéger. Faire écran et protéger. Deuxième question, y a-t-il des pays qui prennent plus de risques que d'autres? Et quel impact cela a sur leurs résultats? Pierre? Dans ma spécialité, le rugby, je dois dire que les nations du Sud sont toujours très disponibles pour accueillir l'innovation, des nouvelles règles, pour aller vers un rugby toujours plus spectaculaire, toujours plus en mouvement, alors que la vieille Europe freine toujours pour avancer. Elle reste sur ses bases à la fois culturelles et sur des résultats qu'ils espèrent meilleurs, mais sans trop évoluer. Et elle prend moins de risques. Et on prend moins de risques, automatiquement. Bon. Merci. Donc pour finir, 3e et dernière question. Donc en paraphrasant le philosophe, faire du sport, c'est assumer le risque de perdre ou de gagner. Qu'en pensez-vous? Qui se lance? Cédric? Oui, j'avais un peu eu l'occasion d'évoquer ça quand on parlait justement de la prise de risque. Je pense qu'il y a un rapport à l'échec quand on fait du sport de haut niveau. On est de toute façon dans des tentatives et dans des prises de risque, on est sur un fil. Et pour être, je crois, libéré, exprimer ses intentions, sa créativité en tant qu'athlète,
il faut avoir intégré à un certain niveau, conscient et inconscient probablement, la notion de l'échec et le fait que ça puisse ne pas marcher, et donc la capacité à relativiser toujours cet échec. Si la potentialité de l'échec était, encore une fois, terrorisante, ça va être forcément difficile de se libérer et d'être dans sa pleine expression. Merci. Donc l'émission L'ère du sport touche à sa fin. Nous espérons de vous avoir apporté quelques éclairages sur cette notion de prise de risque. Merci encore à nos invités présents sur le plateau, ainsi qu'à Jean-Christophe Rolland, Gilles Mtos-Lacotte et Michel Sicard, qui se sont également prêtés au jeu. Et je n'oublie pas de remercier également Patrick Diquet pour ces très belles sculptures qui nous entourent. Merci, au revoir et à bientôt.